Je n'ai jamais imaginé que je passerais tant d'années de ma vie à prendre soin en secret d'un être qui n'était ni complètement humain ni complètement bête, mais quelque chose qui existait dans l'espace intermédiaire entre les deux mondes. Un nahual blessé, pris dans un piège que j'avais moi-même posé, sans savoir qu'il était destiné à changer le cours de mon existence pour toujours. Et ce qui m'a avoué avant de partir, ce qu'il a réussi à me communiquer dans ces derniers jours, alors que sa force s'évanouissait comme la rosée sous le soleil du matin, m'a fait comprendre enfin pourquoi son espèce nous craint, nous les humains, et pourquoi ils ont peut-être toutes les raisons du monde de le faire. Mon nom est Théodoro Shulom, fils d'agriculteur Zeltal, et je suis né en 1862 dans un petit village niché entre les montagnes de Tenejapa, dans l'état du Chiapas. Ma vie a été simple, comme celle de la plupart des hommes de mon peuple. J'ai travaillé la terre dès que j'ai eu l'âge de tenir une houe. J'ai appris à lire les signes du temps dans les nuages qui se forment au-dessus des plus hauts sommets, et j'ai grandi en écoutant les histoires que les anciens racontaient au coin du feu sur les êtres extraordinaires qui habitaient les parties les plus profondes de la Sierra, où peu osaient s'aventurer. Parmi ces histoires, les plus fréquentes et les plus redoutées étaient celles qui parlaient des Nahuals. Dans mon village, comme dans de nombreuses autres communautés indigènes de la région, tout le monde connaissait les histoires de ces êtres qui pouvaient changer de forme, qui marchaient comme des personnes le jour, mais se transformaient en animaux la nuit. Certains disaient qu'ils étaient des sorciers maléfiques qui avaient vendu leur âme pour le pouvoir de se transformer. D'autres insistaient sur le fait qu'ils étaient d'anciens gardiens de la terre, protecteurs des équilibres sacrés qui maintenaient le monde en harmonie. Et il y avait ceux qui croyaient qu'ils étaient simplement une autre forme de vie, aussi naturelle que les arbres ou les rivières, mais incomprise par ceux qui n'avaient pas les yeux pour voir au-delà de l'ordinaire. Moi, dans ma jeunesse, je ne savais pas quoi croire. J'écoutais toutes ces histoires avec l'attention respectueuse que l'on doit aux aînés, mais au fond de mon cœur, je les considérais comme des contes conçus pour garder les enfants à l'intérieur de leur maison la nuit ou pour expliquer des événements qui avaient des causes plus banales. Ce n'est qu'en 1891, alors que j'avais 29 ans et que je me considérais comme un homme complètement formé, avec une certaine expérience du monde, que j'ai découvert que certaines de ces histoires portaient en elles des vérités plus profondes que je ne l'avais jamais imaginées. Cette année-là a commencé de manière étrange. Les pluies sont arrivées beaucoup plus tôt que prévu, tombant avec une intensité que personne ne se souvenait avoir vue auparavant à cette époque de l'année. Les milpas étaient encore fragiles, les jeunes tiges de maïs commençant à peine à s'affermir dans la terre, et toute cette eau prématurée menaçait de faire pourrir les racines avant que les plantes ne puissent s'établir correctement. C'était une préoccupation constante que nous partagions tous, agriculteurs de la région, nous réunissant fréquemment pour discuter de ce que nous pouvions faire pour protéger nos cultures de cette anomalie climatique. Mais les inquiétudes concernant les récoltes ont rapidement été éclipsées par un autre problème plus immédiat et plus troublant. Le bétail a commencé à disparaître des pâturages qui entouraient notre village et les communautés voisines. Il n'était pas inhabituel de perdre occasionnellement une chèvre ou un mouton à cause des prédateurs naturels de la région, les pumas ou les coyotes qui descendaient des montagnes lorsque la chasse raréfiait. Mais c'était différent. Les disparitions étaient plus fréquentes et affectaient des animaux plus gros, des vaches et des chevaux qui seraient normalement trop redoutables pour qu'un prédateur solitaire les attaque. Les conversations dans le village ont commencé à se remplir de spéculations et de rumeurs. Certains parlaient d'une meute de loups qui aurait été aperçue dans les hautes terres de la Sierra, bien que les loups soient extrêmement rares dans notre région. D'autres mentionnaient des jaguars, suggérant que peut-être un spécimen particulièrement grand et audacieux s'était installé sur un territoire proche de nos colonies. Mais inévitablement, comme cela se produisait toujours lorsque des événements ne pouvaient être facilement expliqués, la conversation tournait autour des Nahuals. Les gens parlaient sur des tons qui mêlaient la peur et la colère. Ils disaient qu'il y avait des Nahuals qui rôdaient sur nos terres, prenant ce qui ne leur appartenait pas, défiant l'ordre établi entre les humains et les créatures sauvages de la montagne. Et contrairement aux histoires qu'on racontait au coin du feu pour se divertir, ces conversations avaient une pointe d'hostilité réelle. Il y avait des hommes dans le village qui parlaient ouvertement d'organiser des parties de chasse, de traquer et d'éliminer tout ce qui causait les problèmes, qu'il s'agisse d'un animal naturel ou de quelque chose de plus extraordinaire. J'écoutais tout cela avec un malaise croissant. Il y avait quelque chose dans la façon dont certains hommes parlaient, avec un empressement presque impatient pour la confrontation, qui m'inquiétait profondément. C'était comme s'ils cherchaient une excuse pour exercer la violence, pour démontrer leur domination sur la nature et sur tout ce qui existait en dehors de leur compréhension complète. Mais j'ai gardé mes pensées pour moi, comme j'avais appris à le faire dans une communauté où exprimer des opinions contraires à la majorité pouvait entraîner un isolement social. À cette époque, je complétais mon travail agricole par de la chasse occasionnelle. Je ne chassais pas par sport, mais par nécessité, pour fournir de la viande à ma famille lorsque les récoltes étaient maigres ou lorsque nous avions besoin de quelque chose à échanger sur les marchés des plus grands villages.
J'avais appris de mon père et de mon grand-père l'art de poser des pièges pour les animaux de taille moyenne, principalement des sangliers et des cerfs qui empruntaient des sentiers connus dans les contreforts des montagnes qui entouraient notre village. J'avais plusieurs pièges répartis stratégiquement à différents endroits, conçus pour capturer sans causer de souffrance inutile. C'étaient des constructions simples mais efficaces, des mécanismes à ressort qui s'activaient lorsqu'un animal d'un certain poids marchait sur une plaque cachée, se refermant autour d'une patte avec une force suffisante pour le maintenir en place, mais sans couper ni écraser. Je visitais ces pièges tous les 2 ou 3 jours pour vérifier s'ils avaient capturé quelque chose et pour libérer tout animal qui était trop petit ou que, pour une raison quelconque, je décidais de ne pas chasser ce jour-là. C'est lors d'une de ces vérifications de routine, un après-midi de fin octobre, alors que l'air commençait à se rafraîchir avec l'approche de l'hiver, que ma vie a changé pour toujours. J'avais marché pendant près de 2 heures depuis le village, montant par des sentiers étroits qui serpentaient entre les pins et les chênes, jusqu'à atteindre une zone particulière où j'avais placé l'un de mes pièges les plus réussis. C'était un endroit où plusieurs sentiers d'animaux convergeaient près d'une petite source, un point stratégique où la faune se rassemblait naturellement pour boire. Le soir tombait, le soleil descendant vers l'horizon occidental et teintant les nuages de tons orange et violets. Le vent apportait avec lui l'arôme caractéristique de la montagne après la pluie, ce mélange de pins mouillés, de terre humide et de la végétation exubérante qui poussait partout à ces altitudes. Les oiseaux chantaient leur chant du soir et les insectes commençaient leur symphonie nocturne. C'était un moment de paix profonde, le genre de moment qui me faisait remercier de vivre dans ces montagnes, malgré toutes les difficultés que la vie s'y impliquait. Mais cette paix a été complètement brisée lorsque je suis arrivé à l'endroit où j'avais placé mon piège et que j'ai vu ce qui y était pris. Au début, mon cerveau a refusé de traiter complètement ce que mes yeux voyaient. Le piège était activé. C'était clair, mais ce qu'il retenait n'était pas un sanglier, ni un cerf, ni aucun autre animal que je m'attendais à capturer. C'était quelque chose qui combinait des caractéristiques d'humain et d'animal d'une manière qui défiait toute catégorisation simple. La créature était partiellement cachée dans les ombres allongées du crépuscule, appuyée contre une formation de rochers couverts de mousse. Elle était clairement bipède, avec une structure corporelle fondamentalement humanoïde, mais couverte de ce qui semblait être une peau sombre, qui avait des qualités à la fois de peau humaine et de fourrure animale. Le piège était refermé autour de ce qui semblait être une cheville, bien que le membre soit plus long et articulé d'une manière légèrement différente de celle d'une jambe humaine normale. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les yeux. Lorsque la créature a levé la tête pour me regarder, ses yeux ont brillé d'une couleur ambre profonde qui reflétait la lumière mourante du crépuscule. Ce n'étaient pas des yeux d'animal, ils manquaient de cette qualité plate et incompréhensible que les yeux des bêtes ont, mais ils n'étaient pas non plus complètement humains. Il y avait une profondeur en eux, une intelligence consciente qui était indéniable, mais aussi quelque chose de plus sauvage, de plus connecté aux forces primaires de la nature que n'importe quelle personne civilisée ne pourrait posséder. Et le plus extraordinaire de tout, c'était l'expression dans ses yeux. Ce n'était pas la fureur aveugle d'un animal piégé, ce n'était pas la panique irrationnelle d'une créature qui ne comprend pas sa situation. C'était de la douleur, oui, de la douleur physique de la cheville prise dans mon mécanisme de fer, mais c'était aussi quelque chose de plus complexe. C'était de la peur, mais une peur consciente, le genre de peur que seul un être pensant peut éprouver lorsqu'il comprend pleinement sa vulnérabilité. Et il y avait de la résignation là aussi, comme si cette créature avait su qu'une telle chose finirait par arriver, que son existence dans ces forêts qu'elle partageait avec les humains conduirait inévitablement à ce genre de rencontre. Je suis resté complètement paralysé pendant ce qui a dû être plusieurs secondes, mais qui ont semblé une éternité. Mon esprit luttait pour réconcilier ce que je voyais avec tout ce que je pensais savoir sur le monde. Les histoires de Nahual que j'avais entendues toute ma vie n'étaient soudain plus seulement des histoires, c'étaient des descriptions. Peut-être déformées par le temps et la répétition, mais basées sur quelque chose de profondément réel comme ce qui gisait maintenant blessé devant moi. La créature n'a pas bougé pendant que je l'observais. Elle n'a pas essayé de m'attaquer, bien qu'elle soit clairement dans une position vulnérable. Elle n'a pas grogné, n'a pas montré les dents, n'a fait aucune des choses qu'un animal acculé ferait normalement. Elle m'a simplement observé en retour, m'évaluant avec ses yeux impossibles, attendant de voir ce que je ferais ensuite. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait définir les années suivantes de ma vie. Je ne sais pas exactement d'où est venue cette décision, ni ce qui m'a poussé à agir comme je l'ai fait. C'était peut-être une simple compassion face à la souffrance de tout être conscient. C'était peut-être de la curiosité pour cette créature impossible. Ou peut-être était-ce un instinct plus profond qui reconnaissait que cette rencontre était significative d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre complètement. Lentement, très lentement, pour ne pas alarmer la créature, j'ai levé les mains, paume vers l'avant, dans ce que j'espérais être un geste universel de paix et de non-menace. « Calme-toi »
ai-je dit à voix basse, bien que je n'ai aucune idée s'il pouvait comprendre l'espagnol ou toute autre langue humaine. Je ne te ferai pas de mal. Je vais te libérer. Les yeux ambrés m'ont observé intensément alors que je m'approchais prudemment du piège. Je me suis agenouillé à côté, gardant mes mouvements lents et prévisibles, et j'ai examiné comment le mécanisme s'était refermé autour de la cheville de la créature. La peau y était blessée, enflée et clairement douloureuse, mais heureusement, le fer n'avait pas coupé assez profondément pour causer des dommages permanents graves. Avec précaution, j'ai appuyé sur le mécanisme de libération que j'avais spécialement conçu pour pouvoir ouvrir le piège sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Les ressorts se sont détendus avec un déclic métallique et les mâchoires de fer se sont ouvertes, libérant le membre piégé. La créature a émis un son bas, quelque chose entre un soupir de soulagement et un gémissement de douleur, lorsque la pression du fer a finalement cessé. Elle a retiré son membre blessé lentement, avec des mouvements prudents qui évitaient d'aggraver la blessure plus que nécessaire. J'ai pu alors voir plus clairement la nature des blessures. La peau était écorchée à plusieurs endroits où le métal avait exercé une plus grande pression, et toute la zone était enflammée d'un ton rougeâtre qui contrastait avec la couleur plus foncée de la peau environnante. Je me suis éloigné de plusieurs pas pour lui donner de l'espace, pour ne pas le faire se sentir plus menacé qu'il ne l'était probablement déjà. La créature est restée où elle était pendant un long moment, respirant lourdement, clairement épuisée par le traumatisme physique et émotionnel d'avoir été piégée. Qui sait combien de temps avant mon arrivée. Puis, avec un effort visible, il s'est mis dans une position plus droite, s'appuyant contre les rochers derrière lui. Maintenant qu'il était dans une posture plus verticale, j'ai pu mieux apprécier sa forme complète. Il était plus grand que moi de plusieurs centimètres, atteignant peut-être 1,90 mètres de hauteur. Le corps était mince, mais clairement musclé, avec une définition qui suggérait une force considérable sous cette peau étrange qui semblait se situer quelque part entre l'humain et le félin. Il y avait des motifs sur la peau, des taches subtiles qui rappelaient le pelage tacheté d'un jeune jaguar, bien que sans le poil visible, comme si la peau elle-même portait les dessins qui se trouvent normalement sur la fourrure. Les mains étaient peut-être la chose la plus humaine de toute son apparence. Elles avaient 5 doigts avec des articulations normales, bien que les ongles soient plus épais et plus courbés que les ongles humains, ressemblant à des griffes partiellement rétractées. Les pieds étaient similaires, de structure de base humanoïde, mais avec des proportions légèrement différentes qui suggéraient qu'ils pouvaient être utilisés à la fois pour marcher droit et pour se déplacer à 4 pattes si nécessaire. Et le visage, ce visage était le plus déconcertant de tout. C'était indéniablement un visage avec des traits qui rappelaient à la fois l'humain et l'animal. La structure osseuse était humaine, mais avec des pommettes plus saillantes et une mâchoire plus forte. Le nez était plus large et plus plat que le nez humain moyen, mais pas exactement un museau d'animal. Les yeux, ces yeux ambrés qui brillaient d'une intelligence consciente, étaient placés dans des positions humaines, mais étaient plus grands et plus expressifs que la normale. Et il y avait des poils, quelque chose de semblable à des cheveux, qui poussaient du cuir chevelu et descendaient le long de la nuque, longs et sombres comme des cheveux humains, mais avec une texture qui semblait plus épaisse, plus comme la fourrure d'un grand mammifère. Nous nous sommes observés mutuellement pendant un temps indéfini. J'étais fasciné et aussi terrifié par ce que je voyais. C'était la preuve vivante que le monde était bien plus étrange et plus merveilleux que mon éducation limitée ne m'avait préparé à accepter. Et la créature, le Nahual, comme je ne pouvais maintenant m'empêcher de le penser, m'observait avec ce que j'ai interprété comme un mélange de prudence et de curiosité évaluatrice, comme s'il essayait de déterminer quel genre d'humain j'étais, si je représentais une menace ou si le geste de le libérer du piège signifiait qu'il pouvait me faire confiance, même marginalement. Finalement, je me suis souvenu que j'avais apporté des provisions pour le voyage. J'ai sorti de ma besace un petit paquet de tissu qui contenait du pozole, cette boisson traditionnelle à base de pâte de maïs fermenté, qui est un aliment de base de mon peuple lorsque nous voyageons sur de longues distances. Je l'ai déballé lentement pour qu'il puisse voir que je ne sortais aucune arme et je l'ai posé par terre à mi-chemin entre nous. Pour toi, ai-je dit simplement, bien que je n'ai aucune idée s'il comprendrait mes paroles ou mes intentions. Tu es blessé, tu as besoin de force pour guérir. La créature a regardé le paquet pendant un long moment sans bouger. Puis, ses yeux sont revenus sur mon visage, m'étudiant avec cette intensité troublante. Je pouvais sentir qu'il prenait une décision importante, évaluant si accepter cette offrande signifierait une sorte de dette ou de piège. Mais finalement, la faim ou le besoin, ou peut-être simplement la reconnaissance d'un geste de bonté authentique, a prévalu sur la prudence. Il a tendu l'un de ses longs bras et a pris le paquet, le ramenant vers lui avec des mouvements gracieux malgré son état affaibli. Il a ouvert le tissu avec des doigts qui montraient une dextérité surprenante et a commencé à consommer le pozole, non pas avec la voracité négligente d'un animal affamé, mais avec une modération presque humaine, prenant de petites bouchées et mâchant avec soin.
Pendant qu'il mangeait, j'en ai profité pour reculer davantage, lui donnant encore plus d'espace et me positionnant également plus près du sentier par où j'étais arrivé. Non pas parce que je sentais que j'étais en danger immédiat, mais parce que je comprenais que cette rencontre avait déjà duré plus longtemps qu'il n'était probablement prudent pour nous deux. Le soleil se couchait rapidement, et bientôt l'obscurité complète envelopperait ces montagnes, rendant la descente de retour au village dangereuse. Lorsque la créature a fini de manger, elle a soigneusement plié le tissu et l'a posé par terre devant elle. Puis elle a fait quelque chose de complètement inattendu. Elle a incliné la tête vers moi dans ce qui était clairement un geste de remerciement ou de respect. C'était un mouvement complètement humain dans son intention et sa signification, et cela m'a confirmé au-delà de tout doute que j'avais affaire à un être conscient et pensant, pas simplement à un animal intelligent. J'ai rendu le geste en inclinant ma propre tête, sentant que d'une manière ou d'une autre, nous établissions une compréhension mutuelle, même sans parole partagée. Puis je me suis retourné et j'ai commencé à redescendre le sentier, résistant à l'envie de regarder en arrière, sentant ses yeux ambrés m'observer jusqu'à ce que je disparaisse entre les arbres. La descente de retour au village a été une expérience surréaliste. Mon esprit rejouait constamment ce que je venais de voir, essayant de traiter l'impossibilité de tout cela. J'avais vu un nahual. J'avais libéré un nahual de mon propre piège. J'avais nourri un nahual. Et au lieu de m'attaquer ou de fuir, terrifié, le nahual avait accepté mon aide avec ce qui semblait être une gratitude authentique. Quand je suis enfin arrivé chez moi, ma femme Mathilde a immédiatement remarqué que quelque chose avait changé en moi. Elle m'a demandé si j'avais eu des problèmes dans la montagne, si j'avais rencontré quelque chose de dangereux. Je lui ai dit que j'étais simplement fatigué de la longue marche et que j'avais décidé de libérer un animal que j'avais trouvé dans l'un de mes pièges parce qu'il était trop blessé pour être utile. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Quelque chose m'empêchait de partager ce qui s'était réellement passé, un instinct qui me disait que cette rencontre devait être gardée secrète, du moins pour l'instant. J'ai passé cette nuit sans beaucoup dormir, rejouant mentalement chaque détail de la rencontre. Je me suis demandé si la créature survivrait à ses blessures, si elle pourrait trouver un abri sur et assez de nourriture pendant sa guérison. Je me suis demandé si j'avais bien fait de la libérer ou si j'aurais dû la laisser piéger et signaler la découverte aux anciens du village. Mais chaque fois que j'envisageais cette alternative, je me souvenais de ces yeux intelligents qui m'observaient. Je me souvenais de la douleur et de la peur consciente en eux, et je savais que je n'aurais jamais pu condamner un être pensant à être exhibé, étudié ou peut-être blessé par des humains qui ne comprendraient pas ce qu'il était. 2 jours plus tard, je suis retourné au même endroit. Je n'étais pas complètement sûr de la raison de mon retour. C'était peut-être de la curiosité de savoir si la créature était toujours là. C'était peut-être une préoccupation sincère pour son bien-être. Ou c'était peut-être simplement le besoin de confirmer que toute la rencontre avait été réelle et non une hallucination élaborée causée par trop de temps sous le soleil de la montagne. Quand je suis arrivé dans la zone près de la source, je n'ai vu aucun signe immédiat de la créature. L'endroit où se trouvait le piège était maintenant vide, et j'avais déplacé le piège lui-même à un autre endroit où il ne représenterait plus un danger pour rien que je ne veuille pas capturer. J'étais sur le point de partir, me sentant étrangement déçu, quand j'ai remarqué quelque chose posé avec soin sur l'un des rochers couverts de mousse. C'était une plume, mais pas n'importe quelle plume. C'était une plume de quetzal, longue et brillante, avec cette couleur vert irisé caractéristique qui rend ces oiseaux si précieux dans notre culture. Les plumes de quetzal étaient extrêmement rares et précieuses, utilisées traditionnellement uniquement lors de cérémonies importantes ou comme cadeau d'une grande importance. J'ai pris la plume avec des mains tremblantes, reconnaissant immédiatement ce qu'elle représentait. C'était un cadeau, une forme de réciprocité pour l'aide que j'avais fournie. Et plus que cela, c'était une communication claire que la créature avait été ici, qu'elle avait laissé cela spécifiquement pour que je le trouve, qu'elle se souvenait de notre rencontre et l'appréciait d'une certaine manière. J'ai rangé soigneusement la plume dans ma besace et je suis rentré chez moi, me sentant comme si j'avais été admis à un secret que très peu de gens dans le monde connaissaient. Et à partir de ce jour, j'ai établi une routine qui se poursuivra pendant les années suivantes de ma vie. Tous les 3 ou 4 jours, quand j'avais le temps et quand je pouvais inventer des excuses plausibles pour mes absences, je retournais à cet endroit dans la montagne. J'apportais de la nourriture, du pozole et des tortillas principalement. Parfois un peu de viande séchée quand nous en avions. J'apportais aussi des herbes médicinales que je connaissais pour leur capacité à réduire l'inflammation et à favoriser la guérison, des plantes que ma grand-mère m'avait appris à identifier et à utiliser quand j'étais jeune. Je laissais ces offrandes au même endroit à chaque fois, sur le rocher couvert de mousse qui semblait être devenu notre point d'échange tacite. Et chaque fois que je revenais, je trouvais que la nourriture et les médicaments avaient disparu et qu'à leur place, il y avait de petits cadeaux. Parfois, c'étaient des plumes de différents oiseaux, d'autres fois, c'étaient des pierres intéressantes,
polis par l'eau du ruisseau ou avec des veines de couleurs inhabituelles. Occasionnellement, c'étaient de petites sculptures faites en bois, des figures simples d'animaux ou des symboles que je ne reconnaissais pas, mais qui avaient clairement été créés avec soin et habileté. Pendant les premières semaines, je n'ai jamais vu la créature directement. C'était comme s'il maintenait délibérément sa distance, acceptant mon aide, mais ne voulant pas risquer une autre rencontre en face à face. Mais peu à peu, au fil des mois et alors que je continuais de revenir fidèlement avec des provisions, j'ai commencé à remarquer des signes de sa présence plus proche à mon arrivée. D'abord, ce furent des sons, des mouvements dans la végétation, qui étaient trop grands pour être de petits animaux, mais trop délibérés pour être simplement le vent. Puis j'ai commencé à voir des traces fraîches près du point d'échange, des empreintes qui étaient clairement celles de la créature, montrant qu'il avait été là quelques instants seulement avant mon arrivée. Et enfin, près de 6 mois après notre rencontre initiale, je l'ai revu. Je suis arrivé à l'endroit habituel au crépuscule, comme c'était mon habitude. Mais cette fois, au lieu de trouver la zone vide comme elle était normalement, la créature était là, assise sur la même formation de rocher où je l'avais trouvé piégé des mois auparavant. Il s'est levé quand il m'a vu, et j'ai immédiatement remarqué qu'il ne boitait plus. La blessure à la cheville avait complètement guéri, ne laissant qu'une cicatrice à peine visible sur la peau sombre. Nous nous sommes observés pendant un long moment, puis lentement, comme je l'avais fait lors de notre première rencontre, j'ai levé les mains en signe de paix. La créature a répondu de la même manière, levant ses propres mains, paume vers l'avant. C'était une reconnaissance mutuelle, une confirmation que l'entente établie des mois auparavant existait, toujours entre nous. J'ai placé les provisions que j'avais apportées à l'endroit habituel. Puis, au lieu de partir immédiatement comme je le faisais normalement, je me suis assis par terre à une distance respectueuse. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, laissant ma présence calme communiquer que j'étais prêt à partager cet espace sans rien presser de plus. Après plusieurs minutes à m'observer attentivement, la créature s'est également assise, adoptant une posture détendue qui suggérait qu'il avait accepté ma présence comme non menaçante. Et c'est ainsi que nous avons passé peut-être 1 heure ensemble, sans parler, car nous ne partagions pas de langue commune, mais en communiquant néanmoins par des gestes occasionnels et par la simple disposition à rester en compagnie l'un de l'autre. C'est lors de cette visite silencieuse que j'ai commencé à penser à la créature, non plus simplement comme le Nahual, mais comme un individu avec une identité propre. Il avait besoin d'un nom, même si ce n'était qu'un nom qui existait dans mon propre esprit. En observant ses yeux qui brillaient de cette couleur ambre dorée qui me rappelait les jaguars qu'on voyait occasionnellement dans ces montagnes, j'ai décidé de l'appeler Balaam, le mot maya pour jaguar, que j'avais appris d'un marchand qui avait voyagé du Yucatan et qui était resté un certain temps dans notre village. À partir de ce jour, mes visites à Balaam sont devenues plus fréquentes et plus longues. J'ai commencé à apporter non seulement de la nourriture et des médicaments, mais aussi ma présence, ma compagnie. J'ai découvert que Balaam était une créature profondément solitaire, quelque chose que je pouvais sentir dans la façon dont il répondait à mon attention avec une gratitude qui allait au-delà du simple appréciation des provisions que j'apportais. Avec le temps, Balaam a commencé à me montrer son monde. Il m'emmenait, en gardant toujours une distance prudente, mais en voulant clairement que je le suive, dans des endroits de la montagne que je n'aurais jamais trouvés par moi-même. Il me montrait des grottes cachées derrière des cascades où l'eau tombait en rideaux cristallins. Il me guidait vers des clairières secrètes où certaines plantes médicinales poussaient en abondance. Il me montrait des arbres anciens qui avaient clairement une signification particulière pour lui, bien qu'il ne puisse pas m'expliquer avec des mots quelle était cette signification. Et lentement, très lentement, il a commencé à me faire assez confiance pour me montrer des aspects de sa nature qu'il avait gardés cachés lors de nos premières rencontres. Un après-midi, plusieurs années après notre première rencontre, je suis arrivé à notre lieu habituel et j'ai trouvé non pas la créature hybride que j'avais appris à connaître, mais un homme. C'était clairement Balaam. Les yeux étaient inimitables, mais complètement transformés en forme humaine. C'était un homme indigène, mince mais musclé, à la peau foncée marquée de cicatrices qui racontaient les histoires d'une vie dure et dangereuse. Ses cheveux étaient longs et noirs, tombant jusqu'à ses épaules en mèche épaisse, et son visage, bien que définitivement humain sous cette forme, portait toujours cette qualité indéfinissable qui le distinguait, une intensité dans les traits qui suggérait que cette apparence était un masque sur quelque chose de plus sauvage et de plus puissant. Il n'a pas parlé, car apparemment, même sous forme humaine complète, la parole ne lui venait pas facilement, mais il a communiqué par des gestes et des actions. Il a touché le sol avec la paume de sa main, puis a touché sa propre poitrine et a finalement tendu cette main vers moi. Le message était clair, même sans parole. C'est ma maison, c'est moi, et tu es le bienvenu ici. J'ai répondu en touchant le sol de la même manière, puis ma propre poitrine, essayant de communiquer que je comprenais et que je respectais son territoire, sa confiance en moi. Et à ce moment-là,
J'ai senti que nous avions franchi un seuil invisible, que notre relation avait évolué de simple fournisseur et receveur à quelque chose de plus profond, quelque chose qu'on pourrait appeler l'amitié, même si c'était une amitié entre des êtres d'espèces complètement différentes. Les années ont passé et ma routine de visite a continué. Je suis devenu une partie du schéma de vie de Balaam, tout comme il était devenu une partie du mien. Ma femme a finalement cessé de me poser des questions sur mes fréquentes excursions dans la montagne, supposant que j'appréciais simplement la solitude et le temps passé dans la nature. Mes voisins commentaient occasionnellement ma connaissance inhabituellement profonde de certaines zones de la Sierra, mais l'attribuaient à ma passion pour la chasse et la cueillette. Personne ne soupçonnait la vérité, que j'entretenais une relation secrète avec un être que la plupart d'entre eux considéraient comme monstrueux s'ils savaient qu'il existait. Et je gardais ce secret jalousement, comprenant que le révéler mettrait Balaam en grand danger. Parce que tandis que j'avais trouvé de l'amitié et de la fascination dans ma relation avec Balaam, le reste du monde humain continuait de devenir plus hostile à tout ce qui n'entrait pas dans ces catégories établies. Les disparitions occasionnelles de bétail se poursuivaient sporadiquement, et bien que je sache que Balaam n'était pas responsable, il vivait trop loin des zones de pâturage et était trop faible et solitaire pour chasser des proies aussi grosses. D'autres dans la région ne faisaient pas ces distinctions. Les rumeurs de Nahual maléfiques rôdant dans les montagnes grandissaient avec chaque animal perdu, chaque événement inexpliqué. Et j'écoutais avec une alarme croissante comment certains hommes parlaient de plus en plus ouvertement d'organiser des expéditions de chasse, de traquer et d'éliminer ces menaces supposées avant qu'elles ne puissent causer plus de problèmes. J'ai essayé de détourner ces conversations quand je le pouvais, suggérant des explications alternatives comme des prédateurs naturels ou simplement des animaux qui s'étaient égarés, mais je pouvais sentir une marée montante de peur et d'hostilité qui finirait par éclater en actions violentes. Et je craignais le jour où cette violence pourrait atteindre Balaam, mon ami silencieux, qui n'avait rien fait pour mériter la haine que les humains dirigeaient vers son espèce. Ma pire crainte s'est réalisée en 1902, plus d'une décennie après ma première rencontre avec Balaam. C'était une année qui a mal commencé et qui n'a fait qu'empirer à mesure qu'elle avançait. Les récoltes ont échoué en raison d'une sécheresse inhabituelle. Le bétail est tombé malade d'une peste que les vétérinaires ne pouvaient ni identifier ni traiter efficacement. Et les gens, comme cela arrive toujours quand les choses vont mal, cherchaient des boucs émissaires, quelque chose ou quelqu'un à blâmer pour leur malheur. Les Nahual, ces créatures mystérieuses et mal comprises, sont devenues la cible parfaite de ce besoin de trouver des coupables. Les histoires sont devenues plus élaborées et plus sombres. On ne parlait plus simplement de Nahual volant occasionnellement du bétail. On murmurait maintenant qu'il maudissait les récoltes, qu'il rendait le bétail malade par sorcellerie, qu'il prévoyait même d'attaquer directement les villages humains. Et puis, un jour doux, que je n'oublierai jamais, j'ai entendu les coups de feu. J'étais dans ma milpa quand j'ai entendu les premiers coups de feu, le son résonnant à travers la vallée depuis les montagnes du nord, où je savais que Balaam avait son principal refuge. Mon cœur s'est arrêté pendant un instant. C'étaient de multiples coups de feu, non pas le tir unique d'un chasseur visant un cerf, mais une salle prolongée qui ne pouvait signifier qu'une chose. Plusieurs hommes tiraient simultanément sur quelque chose qu'ils considéraient comme suffisamment dangereux pour nécessiter ce niveau de force. J'ai laissé tomber l'outil que je tenais et j'ai commencé à courir vers les montagnes, sans me soucier de qui pourrait me voir ou des questions que ma réaction pourrait susciter. Je ne pouvais penser qu'à Balaam, qu'il pourrait être blessé, qu'il pourrait avoir besoin d'aide. Les histoires récentes sur des groupes d'hommes s'organisant pour chasser des Nahual sont soudain devenues terriblement réelles dans mon esprit. La montée, qui me prenait normalement 2 heures de marche modérée, je l'ai faite en un peu plus d'1 heure, courant là où le terrain le permettait, grimpant rapidement là où c'était nécessaire, ignorant la douleur croissante dans mes jambes et la brûlure dans mes poumons. J'ai suivi le son des voix masculines et des aboiements de chiens, des sons qui me guidaient comme une boussole macabre vers ce que je craignais de trouver. Quand je suis finalement arrivé dans une zone que j'ai reconnue comme étant proche du principal refuge de Balaam, je me suis déplacé avec plus de prudence, me cachant derrière des arbres et des rochers pour ne pas être détecté. Je pouvais voir à travers la végétation un groupe d'hommes. J'en ai reconnu plusieurs comme étant des membres de villages voisins. Ils portaient des fusils et des machettes, et leurs chiens tiraient sur leur laisse, aboyant frénétiquement vers quelque chose plus loin sur le sentier. Je me suis faufilé autour du groupe en utilisant ma connaissance supérieure du terrain pour trouver un chemin alternatif qui me mènerait au refuge de Balaam sans passer par l'endroit où se trouvaient les chasseurs. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'ils ne puissent l'entendre même à distance. Les branches m'égratignaient le visage et les bras alors que je me frayais un chemin à travers une végétation dense, mais je remarquais à peine la douleur. Toute mon attention était concentrée sur le fait d'atteindre Balaam avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, je suis arrivé à la zone où Balaam se réfugiait normalement, une grotte partiellement cachée par une cascade d'eau qui tombait des rochers au-dessus, et ce que j'y ai vu m'a fait tomber à genoux avec un cri d'horreur étouffé. Balaam était étendu sur le sol près de l'entrée de la grotte.
Il était sous sa forme hybride, celle que j'avais vue pour la première fois tant d'années auparavant. Mais maintenant, cette forme magnifique était brisée et saignait. Il y avait une blessure visible à son épaule, un trou sombre d'où émanait un liquide rouge qui se mélangeait à l'eau du ruisseau voisin. Sa respiration était laborieuse, chaque inspiration un effort visible qui secouait tout son corps. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont ses yeux. Ses yeux ambrés, assombris par la douleur et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la résignation. Ils m'ont regardé quand je me suis approché, me reconnaissant même dans son état affaibli, et j'ai vu en eux quelque chose qui m'a brisé le cœur. Ce n'était pas une accusation d'être de l'espèce qui l'avait blessé. C'était de la gratitude qu'au moins un humain soit venu, qu'il ne mourrait pas complètement seul. « Balaam !» ai-je murmuré en m'agenouillant à côté de lui, mes mains tremblant sans savoir où toucher, sans causer plus de douleur. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on t'aide. » J'ai essayé d'examiner la blessure, mais il était évident, même pour mes yeux non entraînés, qu'elle était grave. La balle était entrée profondément, touchant probablement des organes vitaux. Il avait besoin de vrais soins médicaux, le genre que je ne pouvais pas fournir ici, dans la montagne, avec seulement des herbes et de bonnes intentions. Mais je ne pouvais pas non plus l'emmener au village, où un médecin pourrait le voir. Révéler son existence ainsi, ce serait le condamner à un sort peut-être pire que ses blessures actuelles. Puis j'ai entendu les voix se rapprocher. Les hommes avaient trouvé la piste de sang que Balaam avait laissée entraînant son corps blessé jusqu'à son refuge. J'avais peut-être 1 minute, peut-être 2, avant qu'il n'arrive ici. Je devais prendre une décision incroyablement rapide. J'ai regardé frénétiquement autour de moi et j'ai vu que derrière la cascade, il y avait une fissure dans le rocher, à peine assez grande pour qu'un corps puisse y passer. C'était une cachette que Balaam avait probablement utilisée de nombreuses fois auparavant, un endroit secret que les chasseurs ne trouveraient pas facilement s'ils ne savaient pas exactement où chercher. Avec une force que je ne savais pas posséder, j'ai aidé Balaam à se mettre debout. Il a gémi sous l'effort, mais a coopéré, se traînant avec moi vers la cascade. L'eau froide nous a trompés alors que nous passions à travers elle vers la fissure cachée. J'ai réussi à le faire entrer dans l'espace étroit, juste au moment où j'ai entendu les premières voix arriver dans la clairière devant la grotte. Je suis rapidement sorti de derrière la cascade, arrangeant mes vêtements mouillés du mieux que je pouvais, et me suis positionné près de l'entrée de la grotte comme si je venais d'arriver moi-même. Les hommes ont émergé d'entre les arbres, leurs fusils levés, leurs visages en sueur et excités par la poursuite. « Théodoro !» a dit l'un d'eux avec surprise en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est dangereux. On traque une de ces créatures, un nahual qui a attaqué du bétail dans le village de San Marcos la semaine dernière. On l'a blessé, mais il s'est enfui dans ces collines. Tu as vu quelque chose? » J'ai réfléchi rapidement, essayant de garder ma voix calme malgré la panique que je ressentais. Je suis venu vérifier mes pièges, ai-je menti. J'ai entendu les coups de feu et je suis venu voir ce qui se passait. Mais je n'ai vu aucune créature, seulement cette grotte vide et le ruisseau. Les hommes se sont dispersés, cherchant des signes de leur proie. L'un s'est approché dangereusement de la cascade et j'ai retenu mon souffle, priant silencieusement qu'il ne remarque pas la fissure cachée derrière l'eau. Mais le flux constant de la cascade cachait efficacement l'entrée, et après une recherche superficielle, l'homme s'est éloigné, frustré. « Il doit être parti plus haut ?» a dit un autre des chasseurs. La piste continue vers le nord. Allons-y avant qu'il ne nous échappe complètement. J'ai essayé de les dissuader. Je leur ai dit que la partie nord était dangereuse, pleine de ravins cachés et de terrains instables, qu'il valait mieux revenir avec plus de lumière et une meilleure préparation. Mais ils étaient trop excités par la chasse, trop convaincus qu'ils étaient sur le point de capturer ou d'éliminer une menace qu'ils craignaient depuis des années. L'un d'eux, un homme que j'ai reconnu comme étant particulièrement véhément dans ses appels à éliminer les nahuals, s'est tourné vers moi avec des yeux qui brillaient de quelque chose qui ressemblait dangereusement au fanatisme. « Tu protèges ces créatures, Théodoro ?» a-t-il demandé d'une voix qui portait une accusation à peine voilée. « Parce que tu sembles très impatient de nous envoyer loin d'ici. Peut-être que tu en sais plus que tu ne le dis sur l'endroit où se cachent ces monstres. » Ma bouche s'est asséchée, mais j'ai gardé mon expression neutre. J'essaie juste de vous éviter de vous blesser en poursuivant des ombres sur un terrain dangereux, ai-je dit avec tout le calme que je pouvais rassembler. Ces créatures, si elles existent vraiment, ont probablement plus peur de nous que nous ne devrions avoir peur d'elles. Je ne pense pas qu'elles soient la menace que vous imaginez. Son expression s'est durcie. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui sympathise avec ces êtres, a-t-il dit avec mépris. Quelqu'un qui a oublié que sa loyauté devrait être envers son propre peuple, pas envers des bêtes qui volent notre bétail et menacent nos vies. Avant que je ne puisse répondre, un autre des chasseurs a appelé de plus haut sur le sentier, disant qu'il avait trouvé d'autres traces de sang.
Le groupe s'est déplacé dans cette direction, mais l'homme qui m'avait interrogé m'a longuement regardé avant de les suivre. Ses yeux promettaient que cette conversation n'était pas terminée. J'ai attendu que leur voix se soit complètement estompée au loin avant de retourner en courant derrière la cascade. Balaam était toujours là où je l'avais laissé, blotti dans la fissure étroite. Sa respiration toujours laborieuse, mais au moins stable. Il m'a regardé avec ses yeux qui montraient maintenant non seulement de la douleur, mais aussi une compréhension de ce que je venais de risquer pour lui. J'ai passé le reste de la journée et toute la nuit suivante à m'occuper de Balaam dans cet abri caché. J'ai utilisé ma chemise déchirée pour créer des bandages improvisés, les pressant contre la blessure pour tenter d'arrêter la perte de liquide. J'ai apporté de l'eau fraîche du ruisseau pour qu'ils boivent et des herbes médicinales que je connaissais pour leur capacité à prévenir les infections et à réduire la fièvre qui commençait à faire trembler son corps. Pendant ces longues heures, alors que Balaam luttait entre la conscience et l'inconscience, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui s'était passé, à la façon dont j'étais arrivé à ce point, à prendre soin en secret d'un être que ma propre espèce considérait comme monstrueux, au risque que je prenais non seulement pour moi, mais pour ma famille si mon association avec Balaam était découverte, à l'injustice fondamentale d'une situation où un être conscient et pensant était chassé, simplement parce qu'il existait en dehors des catégories que les humains trouvaient confortables. Le deuxième jour, Balaam a commencé à montrer des signes d'amélioration. La fièvre avait baissé, et bien que la blessure soit encore grave, il ne semblait plus en danger immédiat. Mais il était clair qu'il lui faudrait des semaines, peut-être des mois pour se rétablir complètement. Et pendant tout ce temps, il serait vulnérable, incapable de se défendre ou de fuir si les chasseurs revenaient. J'ai pris une décision alors qui allait changer fondamentalement notre relation. J'ai dit à Balaam, en utilisant les gestes et la communication non verbale que nous avions développés au fil des ans d'interaction, que je l'emmènerais dans un endroit plus sûr, un endroit que je connaissais dans les parties les plus hautes et les plus reculées de la Sierra, une grotte profonde que j'avais découverte des années auparavant et que je n'avais jamais mentionnée à personne parce que je sentais instinctivement qu'elle devait être gardée secrète. Aider Balaam à faire le voyage jusqu'à ce refuge a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie. Je devais supporter la majeure partie de son poids alors qu'il boitait à mes côtés, nous déplaçant lentement sur un terrain difficile, nous arrêtant fréquemment pour nous reposer lorsque la douleur devenait trop intense pour lui. Le voyage, qui me prendrait normalement 3 heures, nous a pris près de 2 jours complets, campant une nuit en chemin dans un endroit caché où nous pouvions être sûrs de ne pas être vus. Quand nous sommes enfin arrivés à la haute grotte, j'ai aidé Balaam à s'installer à l'intérieur. C'était un grand espace sec, malgré sa situation en montagne, avec une entrée difficile à voir à moins de savoir exactement où chercher. Il y avait une source d'eau fraîche à l'arrière de la grotte, une source souterraine qui jaillissait de la roche, et l'emplacement élevé offrait une vue dégagée sur toute approche d'en bas. « Ce sera ta maison pendant que tu guéris », ai-je dit à Balaam, l'aidant à s'allonger sur un lit improvisé de feuilles et de mousse que j'avais recueilli. « Je viendrai chaque jour avec de la nourriture et des médicaments. Personne d'autre ne connaît cet endroit. Tu seras en sécurité ici. » Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. J'ai tenu ma promesse de rendre visite à Balaam tous les jours, inventant des excuses de plus en plus élaborées pour ma femme sur la raison pour laquelle je devais être absent tant d'heures chaque jour. J'apportais de la nourriture, de l'eau propre lorsque la source de la grotte ne suffisait pas, des herbes médicinales, plus important encore, de la compagnie, parce que j'ai réalisé pendant ce temps que Balaam n'avait pas seulement besoin d'une guérison physique, mais aussi d'un soutien émotionnel. Il avait été blessé non seulement dans son corps, mais dans son esprit, traumatisé par l'attaque des humains d'une manière qui allait au-delà de la douleur physique de la blessure par balle. Il avait perdu son sentiment de sécurité, sa confiance qu'il pouvait exister dans ces montagnes sans être dérangé. Pendant les longues heures que nous passions ensemble, alors que son corps guérissait lentement, Balaam a commencé à communiquer avec moi de manière plus profonde qu'il ne l'avait tenté auparavant. Utilisant des gestes élaborés, des dessins dans la terre et occasionnellement des tentatives maladroites de former des mots espagnols avec une anatomie vocale qui n'était pas entièrement conçue pour la parole humaine, il a commencé à me raconter son histoire. J'ai appris que Balaam était beaucoup plus âgé que je ne l'avais imaginé, ayant vécu dans ces montagnes pendant plus de 5 décennies. J'ai appris qu'il avait eu une famille, d'autres de son espèce qui avaient partagé ce territoire, mais qu'ils avaient tous progressivement disparu au fil des ans, victimes de rencontres avec des humains qui se terminaient rarement bien pour les Nahuals. Et j'ai appris l'événement qu'il avait laissé seul, le traumatisme qui avait marqué sa vie des décennies auparavant et que les blessures récentes avaient ramené avec une clarté douloureuse. À travers ses gestes et ses dessins, Balaam m'a raconté un jour, alors qu'il était jeune, où un groupe de chasseurs avait attaqué sa famille alors qu'il se reposait dans une clairière ensoleillée. Il m'a montré, en utilisant ses doigts pour représenter des personnages, comment sa mère et ses frères étaient tombés sous les tirs pendant qu'il se cachait, paralysés par la peur,
faisant semblant d'être également blessé jusqu'au départ des chasseurs. Il avait survécu ce jour-là, mais à un coup terrible. Il avait perdu tout ce qu'il aimait, tout lien avec d'autres de son espèce, et avait passé les décennies suivantes à vivre dans une solitude absolue, trop traumatisé pour chercher d'autres Nahuals qui pourraient exister dans des régions éloignées. Trop prudent pour faire confiance aux humains après ce qu'ils avaient fait à sa famille, jusqu'à ce qu'il me rencontre. Un humain qu'il avait libéré au lieu de le blesser, qui lui avait apporté de la nourriture et de la compagnie sans rien demander en retour, qui avait risqué sa propre sécurité pour le protéger lorsque d'autres humains sont venus le chasser. Je représentais pour lui la première expérience positive avec l'humanité en des décennies d'existence solitaire et craintive. Mais même en me racontant cela, en me montrant sa gratitude de manière qui transcendait le langage, il me communiquait aussi quelque chose de plus sombre. Il me montrait sa peur profonde des humains, une peur qui allait au-delà de la simple crainte d'être blessé physiquement. C'était une peur existentielle, la terreur d'une espèce qui sait qu'elle est éliminée lentement mais inexorablement par une autre espèce plus nombreuse et plus agressive. Une nuit, plusieurs mois après l'attaque, alors que Balaam avait retrouvé assez de force pour se déplacer avec une relative facilité, il a essayé de me montrer quelque chose qu'il considérait clairement comme très important. Il m'a emmené au plus profond de la grotte, là où la lumière de ma torche pénétrait à peine l'obscurité. Là, sur la paroi rocheuse, il y avait des marques. Elles n'étaient pas naturelles ni aléatoires. C'étaient des symboles délibérément sculptés, des figures qui représentaient des Nahuals sous diverses formes, certains plus humains, d'autres plus animaux. Et autour de ces figures, il y avait des cercles, des dizaines d'entre eux, chacun représentant, ai-je compris, un individu, un membre de l'espèce de Balaam. Avec des gestes lents et délibérés, Balaam a commencé à effacer des cercles. L'un après l'autre, il les a grattés du mur avec ses griffes, les éliminant systématiquement, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul cercle solitaire. Le sien. Il me montrait visuellement ce qui était arrivé à son peuple au cours des dernières décennies. Ce n'était pas simplement que certains avaient disparu, c'était qu'ils avaient été presque complètement éliminés, réduits d'une population qui avait été viable à un seul individu solitaire se cachant dans les montagnes les plus reculées. Et puis il a fait quelque chose qui m'a surpris plus que tout ce qu'il avait fait auparavant. Il a tendu sa grande main tremblante et l'a posée sur ma poitrine, directement sur mon cœur. Ses griffes étaient complètement rétractées, la main reposant doucement sans aucune menace. Et puis, avec un effort visible qui faisait trembler tout son corps, il a prononcé des mots. Ce n'étaient pas des mots clairs. Son appareil vocal n'était pas entièrement conçu pour l'espagnol, et l'effort de former les sons était évident dans son expression de concentration intense. Mais les mots étaient reconnaissables, prononcés lentement avec de longues pauses entre chacun. C'est pour ça, a-t-il dit de cette voix qui était à moitié humaine et à moitié quelque chose de plus ancien. Vous? Une longue pause alors qu'il luttait pour former le mot suivant. Craignez? Une autre pause. Nous? Une autre pause encore plus longue. Ses yeux se fermant sous l'effort de continuer. Mais nous? Et maintenant sa voix s'est légèrement brisée avec une émotion qui était indéniable. Crayons plus. J'ai compris alors avec une clarté dévastatrice ce qu'il essayait de me communiquer. Les humains craignaient les Nahuals. Ils croyaient qu'ils étaient des menaces dangereuses qui devaient être éliminées. Mais cette peur n'était rien comparée à la terreur que les Nahuals ressentaient envers les humains, parce que les humains avaient le vrai pouvoir, le nombre, les armes, la volonté collective de détruire ce qu'ils ne comprenaient pas. Les Nahuals n'avaient que leur capacité à se cacher et leur espoir désespéré que s'ils restaient suffisamment cachés, suffisamment inoffensifs, on leur permettrait peut-être d'exister. Et cet espoir, comme le mur avec les cercles effacés le démontrait clairement, s'était avéré en grande partie infondé. Les paroles de Balaam ont résonné dans mon esprit pendant les jours et les semaines qui ont suivi. Mais nous craignions plus. C'était une vérité simple et dévastatrice que je n'avais jamais complètement considérée de ce point de vue. J'avais toujours pensé aux Nahuals comme à des êtres puissants, capables de se transformer, de se déplacer entre les mondes, possédant des capacités que nous, humains ordinaires, ne pourrions jamais égaler. Mais Balaam m'avait montré l'autre côté de cette équation, que tout ce pouvoir individuel signifiait peu face à la capacité humaine de s'organiser en groupe, d'utiliser des outils et des armes, et, surtout, de maintenir une peur collective qui justifiait toute action contre ce que nous considérions comme différent. Au fil des mois, et alors que Balaam continuait de se rétablir, tant physiquement qu'émotionnellement, j'ai commencé à remarquer des changements en lui qui allaient au-delà de la simple guérison de ses blessures. Il y avait une résignation croissante dans ses yeux, une acceptation que son temps dans ces montagnes touchait à sa fin, non pas parce qu'il voulait partir, mais parce qu'il comprenait qu'il n'y avait plus de place pour lui ici, que le monde humain s'était trop étendu, avait pénétré trop profondément dans ce qui avait été autrefois des territoires sauvages où des êtres comme lui pouvaient exister sans être dérangés.
Pendant ce temps, les tensions dans les villages humains de la région continuaient de croître. Les histoires de Nahual s'étaient multipliées et déformées, alimentées par chaque animal perdu, chaque bruit étrange dans la nuit, chaque ombre qui se déplaçait d'une manière que l'imagination craintive pouvait transformer en menace. On ne parlait plus des Nahual comme des êtres qui causaient occasionnellement des problèmes. Ils étaient maintenant présentés comme une peste active, une infestation qui devait être complètement éradiquée pour que les communautés humaines puissent vivre en paix. J'essayais de contrer ces histoires quand je le pouvais, suggérant des explications plus rationnelles, rappelant aux gens que nous avions vécu dans ces montagnes pendant des générations sans incident grave. Mais ma voix était de plus en plus solitaire dans ces discussions. La plupart des gens préféraient le confort d'avoir un ennemi clairement défini à blâmer pour leurs problèmes plutôt que de faire face aux réalités plus complexes de la vie dans une région montagneuse difficile où les récoltes pouvaient échouer pour des raisons naturelles et où le bétail pouvait se perdre par des accidents ordinaires. Ma défense croissante des Nahual a commencé à attirer une attention indésirable. Le même homme qui m'avait interrogé des mois auparavant pendant la chasse a commencé à faire des commentaires publics sur mon comportement étrange, sur mes fréquents voyages dans les montagnes, sur ma réticence à me joindre aux parties de chasse qui s'organisaient périodiquement. D'autres ont commencé à me regarder avec méfiance, se demandant à voix haute si ma sympathie envers ces créatures signifiait qu'il y avait quelque chose d'anormal en moi, si j'étais peut-être moi-même un Nahual déguisé ou quelqu'un qui avait fait des pactes sombres avec ces entités. Mathilde, ma femme, a commencé à exprimer une inquiétude croissante. Elle me demandait pourquoi j'étais devenu si distant, pourquoi je passais tant de temps seul dans les montagnes, pourquoi je défendais des créatures que tout le monde considérait comme dangereuses. Je lui ai dit que je croyais simplement en la justice, que je ne trouvais pas juste de persécuter des êtres qui n'avaient rien fait pour mériter cette persécution. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle n'était pas complètement convaincue, qu'elle se demandait quel secret je lui cachais. Pendant l'hiver 1903, plus d'un an après l'attaque qui avait failli coûter la vie à Balaam, quelque chose a changé fondamentalement chez mon ami. Il avait guéri physiquement autant que possible. La blessure à son épaule s'était refermée, laissant une grande cicatrice, mais ne lui causant plus de douleur constante. Mais émotionnellement, spirituellement, quelque chose en lui s'était brisé d'une manière qui ne pouvait être réparée simplement avec du temps et des soins. Un après-midi, en arrivant à la haute grotte pour ma visite quotidienne, j'ai trouvé Balaam assis à l'entrée, regardant la vallée en contrebas, où nos villages étaient à peine visibles comme de petits points au loin. Il ne s'est pas retourné lorsque je me suis approché, il a simplement continué d'observer. Il y avait quelque chose dans sa posture qui m'a rempli d'appréhension. Je me suis assis à côté de lui en silence, respectant son état contemplatif, attendant qu'il partage ce qu'il pensait clairement. Après un long moment, il a commencé à dessiner dans la terre, comme il avait fait tant de fois auparavant lorsqu'il voulait communiquer quelque chose de complexe. Il a dessiné les montagnes qui nous entouraient, puis de petites figures qui représentaient des humains, de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce qu'elles recouvrent presque tout le dessin. Et finalement, il a dessiné une figure solitaire, se représentant clairement, étant poussée vers les bords du dessin, vers des espaces de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus d'endroit où la figure puisse exister. Le message était clair. Le monde humain s'étendait, remplissant tous les espaces disponibles, et il ne restait plus de place pour des êtres comme lui. Il pouvait se cacher encore un peu, peut-être même quelques années de plus s'il était prudent, mais il serait finalement retrouvé, blessé à nouveau, ou se retrouverait simplement sans aucun territoire où il pourrait vivre sans être constamment au bord de la découverte et du danger. Je lui ai demandé ce qu'il prévoyait de faire, bien qu'une partie de moi craigne la réponse. Balaam m'a regardé avec ses yeux ambrés que j'avais appris à si bien connaître au cours de plus d'une décennie d'amitié improbable, et puis il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte humaine, exactement. Ses bras étaient trop longs, son corps trop différent en proportion, mais l'intention était indubitable. C'était un geste d'adieu, de gratitude, de reconnaissance que notre temps ensemble touchait à sa fin. Et dans cette étreinte, j'ai senti toute la solitude de décennies d'existence isolée, toute la douleur des pertes qu'il avait subies, toute la résignation de quelqu'un qui savait qu'il était le dernier de son espèce dans cette région et qu'il mourrait probablement sans jamais en revoir un autre. Quand il m'a finalement relâché, Balaam s'est dirigé vers le fond de la grotte, où il gardait les quelques possessions qu'il avait accumulées au cours de sa longue vie. Il est revenu avec quelque chose de petit qu'il a placé dans ma main. C'était une pierre polie jusqu'à briller, d'une couleur vert profond qui semblait capturer et refléter la lumière de manière inhabituelle. Gravé sur la surface se trouvait un symbole que je ne reconnaissais pas, mais qui avait clairement une signification profonde. Balaam a touché la pierre, puis a doucement touché mon front avec l'un de ses grands doigts. Et bien qu'il n'ait pas prononcé de mot cette fois, le geste a clairement communiqué son intention. C'était un cadeau, un souvenir, un moyen de s'assurer que même après son départ, quelque chose lui resterait avec moi.
Et le contact sur mon front était une demande silencieuse. Souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai existé. Souviens-toi que mon peuple a existé. Ne nous laisse pas être complètement oubliés comme si nous n'avions jamais été réels. Je lui ai promis que je me souviendrais, que je garderais la pierre comme le trésor le plus précieux que je possédais, que je raconterais son histoire, ne serait-ce qu'à moi-même pendant les nuits où je ne pourrais pas dormir. Et je lui ai promis autre chose, quelque chose qui est sorti de mon cœur sans planification consciente. Je lui ai promis que je continuerais de laisser des offrandes à notre lieu de rencontre initial, la zone près de la source où tout avait commencé tant d'années auparavant, que même après son départ, je continuerais d'y apporter de la nourriture, au cas où il reviendrait un jour, ou au cas où d'autres de son espèce passeraient par là et auraient besoin d'aide. La dernière fois que j'ai vu Balaam, c'était un matin du début du printemps 1904. J'étais arrivé à la grotte comme je le faisais toujours, apportant des provisions et de la compagnie, mais la grotte était vide. À l'endroit où Balaam se reposait normalement, il y avait un arrangement soigné d'objets, des plumes de différents oiseaux qu'il avait collectés au fil des ans, des pierres intéressantes de différentes couleurs et formes, de petites sculptures en bois qu'il avait créées pendant les longues heures de solitude. C'était comme un hôtel improvisé, une collection de tout ce qu'il avait trouvé de beau ou de significatif dans sa vie. Et au centre de cet arrangement se trouvait un dernier dessin fait dans la terre. C'était simple, mais profondément émouvant. Il montrait deux figures, une clairement humaine et l'autre clairement nahuale, debout côte à côte, leurs mains se touchant. Autour d'elles se trouvait un cercle complet et sans rupture, symbolisant peut-être l'amitié que nous avions partagée, le lien qui avait transcendé les différences entre nos espèces. Je suis sorti de la grotte et j'ai regardé vers les plus hautes montagnes qui s'élevaient au nord, vers des territoires encore plus reculés, où Balaam pourrait peut-être trouver la paix pendant un certain temps. Et bien que je ne puisse pas le voir, j'ai senti sa présence d'une manière ou d'une autre. J'ai senti qu'il était là-bas, quelque part, se déplaçant vers un avenir incertain, mais au moins en mouvement, au lieu d'attendre simplement la fin inévitable. J'ai tenu ma promesse pendant les années qui ont suivi. J'ai continué à visiter régulièrement le lieu d'origine où j'avais rencontré Balaam, la zone près de la source où mon piège avait capturé tant d'années auparavant. J'y laissais de la nourriture, du pozole, des tortillas et parfois de la viande séchée, les plaçant avec soin sur le rocher couvert de mousse qui avait été notre point d'échange pendant si longtemps. Parfois, la nourriture disparaissait. C'était peut-être Balaam qui revenait occasionnellement pour vérifier si je tenais toujours ma promesse. Ou peut-être que c'étaient des animaux communs de la forêt, des ratons laveurs ou des coatis qui avaient découvert cette source fiable de nourriture. Je n'ai jamais pu être sûr, mais j'ai continué à y aller de toute façon, parce que la promesse n'avait pas été conditionnelle au fait de savoir avec certitude que Balaam en bénéficiait. C'était une promesse de se souvenir, de maintenir le lien vivant, même en son absence. Ma vie a suivi son cours au fil des ans. Mathilde et moi avons vieilli ensemble, voyant nos enfants grandir et fonder leur propre famille. Le village a progressivement changé, devenant plus connecté au monde extérieur, à mesure que de meilleures routes ont été construites et que davantage de personnes d'autres régions ont commencé à visiter ou à s'installer dans notre région. Les histoires de Nahual se sont lentement estompées des conversations quotidiennes, remplacées par des préoccupations plus modernes et plus banales. Mais je n'ai jamais oublié. La pierre verte que Balaam m'avait donnée restait toujours avec moi, gardée dans une petite poche que j'avais cousue spécialement dans toutes mes chemises à cet effet. Je la touchais fréquemment lorsque j'étais seul, sentant sa surface lisse, me souvenant de tout ce que j'avais appris pendant ces années extraordinaires, à prendre soin d'un être que la plupart des gens considéraient comme monstrueux, mais que j'avais appris à connaître comme un ami. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que Balaam m'avait appris, en particulier à cette vérité finale qu'il m'avait partagée avec tant d'efforts, que les Nahual craignaient les humains bien plus que les humains ne les craignaient. Que le vrai monstre dans cette équation n'était pas l'être qui pouvait changer de forme, mais l'espèce qui chassait et éliminait ce qu'elle ne comprenait pas, simplement par peur et par besoin d'exercer un contrôle sur tout ce qu'elle trouvait. J'ai commencé à voir ce schéma se répéter dans d'autres contextes également. La façon dont les communautés humaines traitaient quiconque était différent, qui ne correspondait pas parfaitement aux catégories établies. Les étrangers qui arrivaient d'autres régions étaient regardés avec méfiance. Les personnes ayant des croyances différentes qui étaient marginalisées ou persécutées. Ceux qui vivaient simplement de manière non conventionnelle et se heurtaient à l'hostilité pour ne pas se conformer aux attentes sociales. La peur, ai-je compris, était la force la plus destructrice dans les relations humaines. Non pas la peur appropriée des dangers réels qui nous maintient en sécurité, mais la peur irrationnelle de l'inconnu, du différent, de ce qui défie nos conceptions établies du monde. Ce genre de peur nous rendait capables d'actes terribles, nous permettait de justifier la cruauté envers d'autres êtres conscients simplement parce qu'ils étaient différents de nous. Et le plus tragique, c'est que souvent, ce que nous craignaient encore plus.
Ils avaient des raisons réelles et concrètes pour cette peur, basées sur des expériences de persécution et de perte. Tandis que notre peur d'eux était fréquemment basée sur des histoires exagérées, des malentendus, sur la simple gêne de confronter l'existence de quelque chose que nous ne pouvions pas facilement catégoriser. Mathilde est décédée en 1920, me laissant veuf à l'âge de 57 ans. Nos enfants avaient déjà leur propre vie établie dans d'autres régions. Je suis resté seul dans notre maison. Un vieil homme avec des souvenirs couvrant des décennies d'une vie qui avait été à la fois ordinaire et extraordinaire. C'est pendant ces années de solitude que j'ai finalement parlé de Balaam à quelqu'un. Mon petit-fils, un jeune curieux de 15 ans nommé Matteo, qui venait me rendre visite régulièrement et qui avait toujours montré de l'intérêt pour les histoires du bon vieux temps, m'a demandé un jour à propos de la pierre verte que je portais toujours avec moi. Qu'est-ce que c'était? Où l'avais-je eue? Pourquoi semblait-elle si importante pour moi? Et j'ai constaté que je ne pouvais plus garder le secret. C'était peut-être parce que je vieillissais et que je ressentais l'urgence de partager l'histoire avant qu'elle ne meure avec moi. Ou peut-être parce que je voyais en Matteo quelque chose de mon moi plus jeune, une ouverture à des possibilités qui allaient au-delà de l'ordinaire, une disposition à remettre en question les récits établis sur la façon dont le monde était. Je lui ai tout raconté. Sur le jour où j'avais trouvé Balaam pris dans mon piège. Sur les années que j'avais passées à prendre soin de lui en secret. Sur ce que j'avais appris de lui sur son espèce et sur l'humanité. Sur l'attaque des chasseurs et comment j'avais aidé Balaam à s'échapper et à guérir. Sur son départ final et la promesse que je lui avais faite de me souvenir de lui. Matteo a écouté les yeux écarquillés, sans interrompre, traitant cette histoire extraordinaire que son grand-père n'avait jamais mentionnée auparavant. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a posé la question que j'attendais. « Abuelo », a-t-il dit avec précaution, « comment puis-je savoir que cette histoire est vraie? Comment puis-je savoir que ce n'est pas simplement un conte que tu as inventé, ou que tu as peut-être rêvé que, avec le temps, tu es arrivé à croire que c'était réel? » Je lui ai montré la pierre verte, le laissant la tenir et examiner le symbole gravé sur sa surface. Je lui ai dit qu'il pouvait me croire ou non, que je n'avais aucun moyen de prouver définitivement que tout s'était passé comme je le décrivais. Mais je lui ai aussi dit autre chose, quelque chose que j'avais fini par comprendre au cours de mes décennies de réflexion sur cette expérience. Je lui ai dit que la vérité littérale de l'histoire, si Balaam avait été exactement comme je le décrivais ou si certains détails avaient été modifiés par le temps et la mémoire, importait moins que les leçons qu'elle contenait. Que nous avions partagé notre monde avec d'autres êtres conscients qui méritaient respect et compassion, que notre peur du différent causait souvent plus de mal que les choses que nous craignions, que ceux que nous considérions comme des monstres nous voyaient souvent de la même manière, avec une justification considérable, et que parfois, le plus grand courage consistait à tendre la main de l'amitié à quelqu'un de complètement différent de nous, à risquer notre propre confort et notre sécurité pour protéger quelqu'un que notre société considérait comme indésirable. Matteo a réfléchi à cela pendant un long moment. Puis il a demandé si je laissais toujours des offrandes à l'endroit près de la source où j'avais rencontré Balaam. Je lui ai dit que oui, que je continuais d'y aller régulièrement malgré mon âge avancé et la difficulté croissante de faire le voyage jusqu'aux montagnes. « Alors je t'accompagnerai », a dit Matteo avec décision. « Et quand tu ne pourras plus faire le voyage, je continuerai d'y aller à ta place. » Quelqu'un devrait maintenir cette promesse en vie, même si nous ne savons jamais avec certitude si quelqu'un la reçoit. Et c'est ainsi que la tradition s'est poursuivie. Matteo a commencé à m'accompagner dans mes voyages à la montagne, apprenant le chemin, connaissant l'endroit qui avait été si important dans ma vie. Et lorsque mes genoux ont finalement refusé de me porter plus loin sur les sentiers escarpés, il a continué d'y aller seul, maintenant en vie une promesse faite des décennies auparavant à un ami qui avait été plus qu'humain, mais moins que monstre. J'ai maintenant 82 ans. Mon corps est faible et je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années dans ce monde. Mais je peux partir en paix en sachant que l'histoire de Balaam ne mourra pas complètement avec moi. Matteo la connaît, et bien qu'il ne puisse jamais vérifier sa vérité, il la traite avec le respect qu'elle mérite, reconnaissant que certaines histoires portent une sagesse importante, même si leur littéralité ne peut être prouvée. Parfois, pendant les nuits où je ne peux pas dormir, je tiens la pierre verte que Balaam m'a donnée et je pense à mon vieil ami. Je me demande s'il vit encore quelque part dans les montagnes les plus reculées, s'il a trouvé d'autres de son espèce lors de ses voyages, s'il a réussi à trouver un peu de paix dans ces dernières années, ou s'il a peut-être quitté ce monde il y a longtemps, le dernier de son espèce dans cette région, emportant avec lui des connaissances et des traditions qui ne seront jamais récupérées. Et je réfléchis à la dernière leçon que j'ai apprise de lui, que j'ai comprise pourquoi il nous craint, nous les humains, non pas pour notre force individuelle, qui, comparée à la sienne, était limitée, non pas pour notre intelligence, qui ne dépassait pas nécessairement celle de son espèce, mais pour notre capacité collective à détruire, à éliminer,
à transformer tout ce que nous touchons jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour rien qui ne se conforme pas exactement à nos catégories et à nos besoins. Les Nahual nous craignaient parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup d'humains ne veulent toujours pas accepter, que nous sommes les vrais dangers dans ce monde, non pas par méchanceté nécessaire, mais par notre combinaison de pouvoir, de nombre et de la volonté d'utiliser ce pouvoir contre tout ce que nous ne comprenons pas ou qui nous met mal à l'aise. C'est l'histoire que je laisse en héritage. Non pas comme preuve de l'existence des Nahual, bien que je sache dans mon cœur qu'ils ont existé et qu'ils existent probablement encore en petit nombre dans les endroits les plus reculés de notre pays, mais comme un rappel que nous devons être prudents avec nos peurs, conscients de la façon dont nos actions basées sur ces peurs peuvent détruire des choses précieuses et irremplaçables. Et comme un témoignage d'une amitié improbable entre deux êtres d'espèces différentes, une amitié qui m'en a appris plus sur la compassion, le respect et la vraie nature de la valeur que n'importe quelle autre expérience de ma longue vie. Que ceux qui lisent cette histoire, qui entendent ces paroles, en tirent ce dont ils ont besoin. Et que peut-être, quelque part dans les montagnes où il y a encore des espaces sauvages non complètement dominés par la présence humaine, un être solitaire trouve les offrandes que mon petit-fils continue de laisser et sache qu'il n'est pas complètement oublié, que son espèce n'est pas complètement effacée de la mémoire humaine, comme moi l'un d'entre nous s'est souvenu et a honoré la promesse faite tant d'années auparavant. C'est mon histoire, c'est la vérité que je porte avec moi jusqu'à mon dernier jour. Et c'est la leçon que j'espère perdurera longtemps après que Balaam et moi soyons tous deux retournés à la poussière d'où nous venons tous et à laquelle nous devons tous retourner.